Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode un peu spécial, enregistré dans le cadre du Podcaston, où l'objectif est de mettre en lumière des associations qui font un travail essentiel. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir Olga Aiglin, qui représente l'association Vivre avec le SAF. L'association informe, accompagne et soutient les familles et les personnes concernées par le syndrome d'alcoolisation fœtale et les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Elle milite également pour une meilleure reconnaissance de ces troubles, encore trop invisibilisés, malheureusement. Dans cet épisode, on va donc parler de ce que sont vraiment le SAF et les TSAF, des troubles du neurodéveloppement causés par l'exposition à l'alcool pendant la grossesse. L'alcool traverse le placenta et peut perturber notamment le développement du cerveau, avec des conséquences qui accompagnent la personne toute sa vie. Troubles de l'attention, de la mémoire, des fonctions exécutives, impulsivité, difficultés d'apprentissage ou de régulation émotionnelle. Mais ce qui frappe aussi, c'est le silence qui entoure ce sujet. Dans une société où l'alcool est profondément normalisé, culturellement et socialement, parler de ses effets pendant la grossesse reste encore un vrai tabou. Beaucoup de familles et de personnes concernées se retrouvent seules face au TSAF et trop souvent les difficultés rencontrées sont mal comprises ou interprétées comme des problèmes de comportement. Olga revient donc sur les missions de l'association, explique aussi le SAF et les TSAF et comment l'association soutient les familles et les personnes concernées. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olga. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation du coup pour venir parler de votre association. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites aussi pour cette association et puis du coup présenter aussi l'association que vous représentez aujourd'hui. Merci pour l'invitation à parler de ça. C'est vrai que c'est un thème important. Donc moi je m'appelle Olga Aiglin. Je fais partie de l'association depuis peu d'années par rapport aux créateurs. L'association a été créée en 2012 par des familles adoptantes qui avaient découvert très tard en fait que leur enfant qu'ils avaient adopté avait un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale ou un SAF, oui. Le syndrome d'alcoolisation fœtale. Et donc ils ont voulu éviter à d'autres familles de vivre ça. Ils sont mis en association et à l'origine donc il y avait essentiellement des familles adoptantes. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des familles d'accueil qui s'occupaient d'enfants placés. Et parmi les enfants qui sont placés, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de TSAF, très peu qui sont diagnostiqués, mais beaucoup qui en ont. Ouais. Et donc les familles d'accueil ont vraiment besoin de pouvoir discuter entre eux, parce que souvent ça vient hélas pas de leur hiérarchie ou de leur formation, c'est parce qu'elles cherchent des choses et qu'elles découvrent ça. Et puis depuis peu, on a aussi des familles biologiques par l'intermédiaire des personnes concernées. D'accord. Voilà. Et ce que je fais dans l'association, moi j'ai développé le projet qui s'appelle Sentinelle Ressources. L'idée c'est de mettre en lien, de faire des formations de professionnels en les mettant tous ensemble à un moment pour qu'ils aient tous la même sensibilisation sur les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, qu'ils soient capables de faire du lien entre eux et du coup de repérer vers qui orienter, parce que c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire qu'il faut. Et donc, de les mettre tous ensemble, ils peuvent identifier les autres professionnels qui ont besoin. Et donc, à l'intérieur de ces sensibilisations, il y a tous les savoirs scientifiques. Et il y a une bonne partie, et c'est ça qui est intéressant, qui est en fait de faire du lien entre les savoirs expérientiels des personnes concernées elles-mêmes, parce que maintenant, on a un groupe d'adultes avec beaucoup de savoir là-dessus, et le fait d'échanger entre eux aussi, il y a tout ça qui se crée, de leur entourage et des professionnels de terrain. Parce que c'est les professionnels de terrain aussi qui savent le mieux repérer
et qui Ouais. ont cette expérience de comment les accompagner au mieux. Voilà, donc c'est le projet que j'ai développé là, et puis je m'occupe aussi des groupes de parole. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup sur le SAF, ce que c'est, comment peut-être le détecter, des Alors, choses qu'on ne sait pas forcément, parce que c'est vrai que c'est assez peu connu, j'ai l'impression. oui, parmi les troubles du neurodéveloppement, les TND, les TSAF sont les moins connus, pourtant les plus fréquents. En fait, moi, je préfère utiliser le terme TSAF, les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, parce que ça regroupe l'ensemble des troubles. À l'intérieur, il y a effectivement le SAF, celui qui quelquefois est enseigné, mais pas toujours, hélas. Le SAF, c'est le syndrome d'alcoolisation fœtale. Ça concerne une naissance sur 1000, alors que les TSAF, c'est une naissance sur 100 au minimum. Et donc, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que le SAF peut se voir dès la naissance, alors que les TSAF, ça peut apparaître beaucoup plus tard. Ce qui est en commun, c'est l'exposition prénatale à l'alcool. Et après, les signes peuvent être très, très différents. Donc, parmi les signes, l'impact en fait de l'exposition prénatale à l'alcool, ça peut toucher, suivant le degré d'alcoolisation, donc faire plus ou moins de dégâts. Ça Ouais. touche de toute façon le cerveau. Donc, il y a des troubles neurologiques, Oui. d'où de faire partie de la famille des TND. Mais ça Oui. peut aussi toucher d'autres organes. En fait, suivant le moment de l'alcoolisation, c'est le moment où le gène se met en route et s'occupe de tel ou tel organe. Donc, suivant le moment de l'alcoolisation, donc si on a tout le long de la grossesse, ça peut toucher tout. Mais si Ok. c'est plus ponctuel, ça peut toucher le cœur souvent. Ça touche la mâchoire, ça touche les traits du visage, ça touche tout ce qui est ORL, etc. Donc il peut y avoir des signes physiques comme ça, une petite, des choses plus ou moins graves, hein, des malformations, mais quelquefois juste une plus grande fragilité physique. Et puis sinon, c'est Ouais. surtout essentiellement les troubles du neurodéveloppement. Et dans les troubles du neurodéveloppement, toutes les fonctions peuvent être touchées, mais ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est les troubles exécutifs. Donc tout Ouais. ce qui est fonction exécutive, c'est ce qui sert à comprendre les notions abstraites, c'est ce qui sert à s'organiser. Euh, il y a aussi les troubles de l'attention, il y a aussi les fonctions adaptatives. Donc c'est des gens qui ont plus de mal à s'adapter au changement, à Oui. anticiper, à être capable de... Voilà. Il y a aussi... Il ne faut pas que j'en oublie, hein, donc fonction adaptative, fonction exécutive, les troubles de l'attention, la mémorisation, Ouais. l'intelligence, la cognition, mais c'est pas automatique et c'est rare. Les professionnels en fait se disent qu'il y a toujours une déficience intellectuelle et que s'il n'y en a pas, que si la personne arrive à faire des études, c'est qu'il n'y a pas ça. Or là, c'est complètement, ça fait partie des a priori qu'on peut avoir Oui. et où Oui. du coup Oui. les gens passent à travers du filet et c'est bien dommage parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment d'être un peu décalés par rapport aux autres et qui comprennent Ouais. pas d'où ça vient. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'en fait ça provoque mal-être et décalage par rapport aux autres de la société. C'est là-dessus en fait où aujourd'hui il faut vraiment qu'on forme plus les professionnels à être capables de repérer et aussi le grand public en fait aux effets que ça peut avoir. J'ai l'impression que visiblement les professionnels ils sont plutôt dans le cliché de la gravité finalement de la chose qui pourrait, enfin, du trouble, et qui du coup si jamais finalement il n'y a pas forcément de gravité ou si la personne continue sa vie normalement entre gros guillemets, Euh, c'est un peu comme, je sais pas, typiquement l'autisme par exemple, où si on n'est pas dans les clichés de l'autisme l'autiste pardon qui va se balancer sur sa chaise, etc. Là, on va dire bah oui, évidemment, alors que un autiste qui justement rentrerait entre guillemets dans les clous de la société, on dirait bah non, pas forcément en fait, pas du tout. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, le spectre est tellement large que ils ont en général en commun la dysmaturité, c'est-à-dire le fait d'être très très performant dans certains domaines, et puis on se demande pourquoi ça fonctionne pas dans d'autres. Donc, on parlait des fonctions exécutives, par exemple, la plupart ont vraiment du mal à comprendre le temps. Le temps, c'est un des concepts abstraits. Mais quand on ne comprend pas le temps, on ne comprend pas les conséquences. Quand on ne comprend pas le Oui. temps, on est toujours en retard, on a du mal à s'organiser, et beaucoup, en fait,
enfin, tous ces signes en fait sont mal interprétés. On se dit mais il fait exprès, c'est pas possible. Comment est-ce que dans le reste de ces des besoins qu'on a, ça fonctionne, mais pas ça. Et souvent en fait, il y a des diagnostics qui sont posés mais partiels. Il y a par exemple le TDAH, Oui. qui est une Oui, parce que comorbidité du coup, très ça peut être fréquente. masqué, entre guiguillemets, par d'autres... Voilà, c'est-à-dire Ok. que en fait, tous les diagnostics de TND dépendent d'une ou enfin d'un ou de plusieurs troubles. Et dans le TSAF, ça peut être l'ensemble des troubles qui peuvent être concernés. Et donc, on a plus de mal en fait à se dire si on n'a pas la connaissance en fait de l'exposition prénatale à l'alcool, on pose d'autres diagnostics, mais on n'a pas la cause. Et du coup, on ne regarde pas d'autres choses. Et pour les aider, en fait, pour les suivre au mieux, pour les aider à s'épanouir et à trouver une façon de faire partie de la société, c'est hyper important d'avoir quelque chose de bien complet. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent des tests neuropsychologiques Ouais. pour qu'on puisse avoir vraiment une image bien, bien large de quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et les aider au mieux. Est-ce que, c'est une question que je me pose, ça peut être quelque chose qui est seulement induit par la mère ou ça peut être justement aussi induit par le père, entre guillemets, enfin, si le père, par exemple, boit beaucoup, est-ce que du coup, au moment de la conception, ou je trouve que c'est une question très bête, hein, mais Tout à fait. Alors, c'est vrai que pendant des années, on a mis la faute complètement sur les mères. De toute façon, on le fait en général pour pour tout, hein. changer, hein? C'était la même chose pour l'autisme aussi, hein. C'était forcément la faute de la mère, alors que bon. Oui, En fait, non. Ça peut être effectivement la consommation du papa. Aujourd'hui, d'accord. les recommandations, c'est à partir du moment où on veut faire un enfant, papa comme Oui, on maman, arrête complètement arrête de l'alcool, boire au moins ouais. 3 mois avant. Donc, effectivement, le capital génétique du papa compte aussi. Et donc, l'alcool abîme ce capital-là. Il y a aussi la consommation de la maman avant, mais c'est surtout ensuite pendant la grossesse et puis aussi pendant Ouais. la période de l'allaitement. Ça, on ne le dit pas suffisamment, mais ça peut être aussi... voilà. Et il n'y a pas de niveau de consommation qui soit pas dangereux. On ne sait pas, et ça dépend de Oui. la maman, ça dépend de chacun, ça dépend du fœtus aussi, parce que on a des exemples sur des jumeaux où certains ont été touchés et d'autres moins. D'accord. Donc ça dépend vraiment. Donc Ouais. n'ayant pas de niveau où on sait ce qui va se passer, le mieux c'est zéro alcool pendant la grossesse. Après, dans beaucoup de cas, c'est des grossesses qui sont pas prévues, pas Oui. planifiées, et Ouais. du coup on se rend compte qu'on est enceinte au bout de quelques mois, et puis on a continué à vivre comme tout le monde. C'est-à-dire en France, tout le monde boit de l'alcool. Oui. Oui, oui. Bah, c'est ça, c'est glorifié. Voilà, la difficulté, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut plus boire d'alcool du tout, mais par contre que dans certaines situations, il faut apprendre à s'arrêter au bon moment, quoi. Sinon, il y aura des Oui. conséquences, et les conséquences peuvent être plus ou moins importantes, mais c'est quand même dommage. Il y a le cas comme ça où la grossesse n'est pas planifiée. Il y a aussi le cas où la personne, en général c'est le couple, hein, traverse des choses difficiles et a une difficulté avec ses consommations. Et là, c'est vrai que c'est important qu'il y ait un accompagnement des professionnels et que les Ouais. professionnels osent poser la question. Et l'alcool, contrairement aux autres produits, c'est consommé dans toute la, chez toute la population. C'est vraiment pas lié au niveau d'études ou au Ouais, niveau non, pas du tout. économique. Hmm. Dans tous les milieux, on boit. Et c'est important en fait de faire passer ce message-là dans tous les milieux et que les professionnels osent poser la question à tous les milieux, même en face d'une maman qui fait bien sur elle et où on se dit Oui, oui, maintenant il n'y a oui. pas de problème. Il faut vraiment, de la même manière qu'on pose la question est-ce que vous fumez, poser la question est-ce que c'était une grossesse voulue, est-ce que vous savez que l'alcool peut être dangereux pour un enfant, dans votre cas, à quel moment est-ce que vous avez arrêté de consommer, si vous avez arrêté, et puis sinon, oser dire, il pourra y avoir des conséquences, Ouais. pensez-y encore après. Il faut pas, enfin, évidemment qu'il faut pas, euh,
ajouter du stress, mais il faut aussi être capable de dire les choses. Parce que sinon, au moment où l'enfant fait des crises à l'école en CP, on ne se rappellera plus. Et c'est dommage parce Oui, qu'on ne l'accompagne oui, pas. oui. Mais ce qui est fou aussi, c'est que ça fait pas si longtemps qu'on interdit aux femmes enceintes de consommer de l'alcool. Oui, alors on ne l'interdit pas, on conseille parce qu'on ne peut pas interdire, Oui, mais c'est mais qu'on dit important. en tout cas, Ouais, on vous recommande oui, d'éviter, en ouais, tout cas. ouais. Bah, On a pour vu tous un les film il y a pas si adultes, longtemps et ouais. on voyait la femme enceinte en train de boire son verre de champagne. J'étais choquée, j'étais en mode mais enfin, Ouais. Bah, dans toutes les séries, on voit encore tous les ouais, couples concevoir des enfants en buvant pour se détendre. oui c'est Ça, il ça, faudrait que c'est ça. Netflix se mette au goût du jour et se dise, bah, j'ai peut-être raté des choses, quoi. Bon, après, les lobbies de l'alcool sont assez forts pour nous, Oui, voilà, pour nous faire oublier certaines choses. Et parmi ces messages, euh, quand même, c'est important. Par rapport aux conséquences qu'il peut y avoir, c'est important. Moi, en groupe de parole, quand j'entends le désarroi des personnes qui s'en rendent compte, adultes, et tout ce oui, qu'ils ont vécu comme traumatisme, c'est quand même hyper important, en fait, de pouvoir reconnaître leurs difficultés. Et je voudrais, en fait, que le grand public et les professionnels changent de posture. Ça peut arriver oui, à tout le monde. Il faut que tous, on se dise que ça aurait pu nous arriver, quoi. Ou que ça nous est peut-être arrivé, ou que c'est arrivé à une nièce, à une sœur, à une belle-sœur, à un voisin, dans toutes les familles, ça arrive. oui. Après, on a de la Euh, chance quand ça fait moins de dégâts, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, c'est vraiment la substance qui est la plus dangereuse. oui, C'est-à-dire que consommer de la cocaïne, ça fera un retard de croissance. Consommer de l'alcool, c'est pas pour ça qu'il faut consommer de la cocaïne pendant qu'on est enceinte, hein, c'est pas le non, message. Mais l'alcool, c'est pire, c'est que ça fera des dégâts sur le cerveau et qui sont irrémédiables. Après, le oui, cerveau est plastique, heureusement, et avec un accompagnement, on peut apprendre autrement les choses. Par contre, les lésions qui ont été faites, c'est pour toujours. oui. À l'âge adulte, quand on se pose des questions, qu'est-ce qui peut justement venir mettre la puce à l'oreille finalement je sais pas, quels symptômes, entre guillemets, si on dit symptômes, Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut souvent, s'interroger? dans le parcours, c'est des personnes qui ont eu des difficultés à l'école, plus Ouais, dans le comportement, d'un point de vue cognitif, pas forcément. Quelquefois, c'est plus de la concentration, c'est plus dans le domaine des émotions. Ça, je ne l'avais pas dit, mais le domaine des émotions, c'est hyper oui, important. La gestion des émotions est plus compliquée. Et donc, bah, ça peut être des enfants qui se mettent facilement en colère, qui ont du mal à gérer la frustration, le non. Donc des troubles du comportement par la suite. C'est souvent aussi des personnes qui sont extrêmement généreuses, mais qui n'arrivent pas à comprendre en fait la situation de l'autre et du coup qu'il y ait des gens qui soient pas forcément toujours bienveillants et donc ils sont d'accord. souvent victimes. Il y a beaucoup de harcèlement à l'école. Ok. Il y a beaucoup de situations où ils se font avoir, où ils suivent pas forcément les meilleurs, surtout quand ils ont été rejetés. Hmm. Et donc des problèmes avec la police, avec la justice, sur des situations où ils comprennent pas les enjeux, ils comprennent pas les conséquences de leurs actes. Et souvent ils sont plus suiveurs parce qu'ils ils n'ont pas compris en fait toute la complexité en fait Ouais, des relations. Ça fait partie d'accord. des domaines où il peut y avoir ça. C'est souvent des personnes qui, du coup, une fois ados, adultes, ont des difficultés dans le relationnel avec les autres, ont souvent des ruptures dans leur parcours, donc aussi bien Hmm. professionnel que sentimental, que de logement. Hein. C'est des gens qui ont plus de difficultés. Mais après tout ça, ça dépend vraiment de l'accompagnement qu'il y a eu. Oui, C'est-à-dire que s'il y a eu un diagnostic tôt, ou même sans diagnostic, mais où on sait et on met en place des aménagements, il y en a énormément, et heureusement, c'est quand même rassurant, oui, oui, qui oui. s'en sortent très bien. Par contre, ceux qui n'ont pas eu d'accompagnement et où il y a vraiment eu une mauvaise compréhension de leur fonctionnement, ça peut être des gamins qui fuguent, qui se retrouvent dans des histoires de trafic, de choses terribles, parce que juste ils n'ont pas compris les enjeux qu'il y avait.
Et c'est là, D'accord. en fait, où c'est hyper important de comprendre réellement, parce que les mettre en prison, ça n'arrangera rien. Par Non, contre, pas vraiment. à ce moment, quand il rencontre des difficultés, pouvoir se poser la question, est-ce qu'il a été exposé à l'alcool? Est-ce que le fait de recommencer, que dans chaque situation, recommencer les mêmes erreurs sans apprendre de son, de ses erreurs, en fait, refaire les mêmes bêtises, c'est peut-être un signe. C'est qu'en fait, il Oui. n'a pas compris. Et donc, c'est là où c'est important d'accompagner avec une meilleure compréhension et au moins de faire des tests par rapport aux troubles du neurodéveloppement. Si on voit qu'il y a plusieurs fonctions, en Australie, ils sont plus simples que nous. S'il y a eu exposition à l'alcool, mais c'est aussi parce que là-bas, on peut plus facilement en parler que chez nous, donc on peut savoir. Et puis en France, on est en retard sur beaucoup de choses quand même. Là-dessus, c'est vrai qu'ils sont meilleurs. Plus trois, au minimum, trois domaines neurologiques impactés. Donc souvent, c'est les troubles exécutifs, les troubles de l'attention, une hypersensibilité, une difficulté à gérer ses émotions. Oui. Ça suffit à se poser une question et à aller investiguer un peu plus. Et du coup, D'accord, à oui, donc mettre en c'est place des pris en choses charge très tôt finalement. très tôt, ou en tout cas sans se poser plus de questions que ça. C'est-à-dire Oui. qu'on a enlevé tout ce qui nous bloque chez nous Mhm. d'émotionnel par rapport à l'alcool. Et c'est vraiment le message que je voudrais faire passer. Il faut qu'on puisse parler de l'alcool comme de n'importe quelle autre substance. Euh, et que et c'est pas de pas en parler que ça coûte cher à la société. Ça coûte cher Oui. humainement parce que c'est des personnes qui vivent très très mal. Quand toute sa vie on a eu des reproches pour quelque chose qui n'était pas de sa faute, c'est horrible en fait. Et puis j'imagine qu'il y a aussi peut-être une prédisposition, entre guillemets, à tomber peut-être dans l'alcool, dans l'alcoolisme. Tout à fait, oui. En fait, quand on a été exposé à l'alcool en prénatal, et encore plus quand c'est des grosses, enfin quand c'était des parents qui étaient alcoolodépendants, qui avaient Oui, un trouble de l'usage de l'alcool, et que jusqu'à quelquefois, il y a une période de sevrage à la naissance, hein. C'est ouais, des ouais, ouais, enfants ouais. qui peuvent être prématurés, qui ont des malformations, qui ont, alors dans les cas où ça se voit dès la naissance, et où s'il y a une période de sevrage, il faut se dire que s'il n'y a pas de prévention, et si pendant l'enfance, la préadolescence, on leur explique pas, toi, tu as quand même un risque par rapport Oui, aux dépendances en général et à l'alcool en particulier. Quand ils prennent leur première bière, quand les autres, au bout d'une demi, ils ont la tête qui tourne et ils vont vomir, ou ils se sentent pas bien, eux, ils s'arrêtent pas à une demi, hein. Ils vont très très ouais. vite. Et j'ai eu des témoignages d'une personne qui me disait, moi, après 2 semaines, je descendais ma girafe, je crois que ça s'appelle, enfin, quand il y a Ouais. plein de verres voilà, dans les bars, tout seul, alors que les autres, ils le buvaient à plusieurs. C'est-à-dire que Ouais, donc il y a très même vite, il y a des une consommations. résistance, entre Voilà. guillemets, en plus, En fait, il faut se plus dire élevée. que c'est comme quelqu'un qui a été en cure, qui a tenu avec les jetons, là, comme dans les films américains, pendant des Ouais, années. Et tout d'un coup, un événement difficile, on reprend. Et là, on ne reprend pas à petite dose, on reprend très ouais. vite. Et c'est la même chose souvent. S'il y a eu aussi d'autres toxiques pendant la grossesse, il peut y avoir, là c'est vraiment du savoir expérientiel, hein. Ce que je raconte, c'est ce qui a été échangé en groupe de parole. C'est que souvent ces personnes-là, ils ont une soit un dégoût complet ou soit au contraire une assurance. Mais en tout cas, c'est pas une relation saine par rapport à toutes ces D'accord. substances. Et sur les médicaments aussi, ça peut être des gens où il faut des doses beaucoup plus importantes, par exemple, s'ils doivent être opérés pour pouvoir. Enfin, en fait, ça peut être dans beaucoup de domaines où ils commencent beaucoup plus fort. D'accord, oui. Pour les autres drogues aussi, ça peut être très vite une dépendance. Alors, après, ça dépend vraiment du parcours de vie. Mon Oui, c'est expérience ça ce que vous aussi. disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a en fait énormément de niveaux, de Mm. degrés, et puis aussi je pense que le fait d'être bien suivi et d'être dans une bonne famille, entre guillemets, va aussi aider par la suite Bah, à se développer le mieux possible, on va dire. en fait, moi, on sera hypocrite par rapport à ça. Si on ose en parler, si on ose expliquer qu'il y a le Ouais, tonton, la tata qui vient dire, tu sais, tes parents, ils allaient pas très bien quand même. Bah, t'as vu, il y a toujours des problèmes. Il faut que tu fasses gaffe, hein, ralentis là-dessus où t'y vas pas. Ça aide évidemment. Et puis après, ouais, bah, il y a le vécu. C'est-à-dire que quand on vit avec des parents
où on voit les conséquences, où on voit que les parents sont malades, où on voit qu'ils ont du mal dans la vie, ça peut vraiment dégoûter de l'alcool. Oui. Ou alors, l'effet contraire, c'est-à-dire on va rechercher de quoi se rapprocher de ses parents. Donc là, j'ai vraiment eu les deux cas extrêmes parmi ceux qui ont D'accord. vécu avec des parents qui continuent à consommer, Ouais. soit de rejet, ou soit au contraire d'aller vers pour partager quelque chose avec leurs parents. Donc ça, c'est plus un aspect psychologique. Tout à l'heure, on Ouais. parlait de l'aspect plus organique, ou je ne sais pas trop comment le nommer. Là, c'est plus psychologique, c'est le rapport qu'on a avec l'alcool. Et ça tous, en fait, individuellement, que ce soit une dépendance ou pas, on peut expérimenter ça. Est-ce que quand on se retrouve en famille, on a envie de partager un verre, parce que c'est ce qu'on fait quand on se retrouve en famille, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose où on a un peu d'appréhension, parce qu'on sait que dans cette famille, il y en a toujours le tonton machin, ou je ne sais pas qui Oui. va devenir violent, où ça va dégénérer, il va y avoir des disputes, voilà. Donc ça, en fait, chacun a son expérience par rapport à l'alcool qui est différente, mais pour ceux qui ont été exposés à l'alcool, Ouais. les conséquences peuvent être bien plus graves, quoi. Et puis, euh, il dépend, enfin, la dépendance, ça se voit dès tout petit. C'est-à-dire que c'est des profils qui peuvent être plus addicts. Souvent, ça se voit aussi dans le comportement, sur les jeux vidéo, sur les écrans, sur le sucre, sur le sel. Ouais. Quand on voit que le gamin, il n'arrive pas à se réfréner de lui-même et que s'il y a, il consomme, il vide les placards, il n'est pas Oui, oui, capable de oui. se dire j'en garde un petit peu pour chaque jour, il voit pas ça, en fait, c'est lié à plusieurs choses. Il y a ce côté impulsif, il y a une certaine dépendance quelquefois, et puis il y a aussi la gestion des émotions. Et ça, c'est vraiment quelque Oui. chose qui est en commun de beaucoup, c'est que c'est vraiment un apprentissage à faire, un accompagnement où on a besoin d'être accompagné, beaucoup plus, beaucoup plus, je sais pas trop comment le dire. Plus en détail, on va dire, où ça, il faut faire un focus important dessus, parce que du coup, j'ai l'impression que les émotions désagréables sont très intenses et enfin vécues et ressenties vraiment de façon très intense, que ce soit la colère, la tristesse, la peur. Mm. Souvent, en fait, le terme que j'utilise, c'est XXL. Ils sont très Ouais, XXL, quoi. Ils sont très, très, très heureux, puis ils sont très, très, très tristes. Et c'est l'arc-en-ciel des émotions en 6 heures, quoi. ouais, Entre le ouais, ouais. réveil où, ouais, bon, c'est pas le moment il faut pas leur parler. Et puis, une demi-heure après, ça y est, la dopamine est au mieux, la noradrénaline aussi, et tout va bien. Et puis, de nouveau, il y a un coup de mou, et puis voilà. Et la journée, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ne pas comprendre ces émotions-là, on a du mal à faire de la prévention. Et à l'adolescence, quand en plus, il y a les hormones et tout un tas d'autres choses, c'est vrai de tous les adolescents, mais eux encore plus. Ouais. Voilà. Et donc, des profils où les gens ont eu des difficultés comme ça, avec des mauvaises fréquentations, ben, les conséquences peuvent être hyper graves. C'est pour ça que c'est important de faire du repérage et de ne pas se voiler la face et de dire, nous on a souvent des appels dans l'association, euh, de familles qui ont vu des reportages et qui se disent, mais en fait, ça correspond à mon enfant. On a Ouais. aussi des mamans qui ont bu et qui se disent mais comment je vais réussir à le dire. On a des appels d'enfants, enfin d'adultes qui sont enfants de quelqu'un et qui disent mais comment j'aborde ce sujet avec ma mère alors que Ouais. j'ai compris que c'était ça. Il y a des médecins qui nous appellent aussi ou des éducateurs et tout ça et qui disent mais comment je vais aborder le sujet avec la famille que j'ai en face alors que j'ai compris d'où ça vient. Et en fait, il faut qu'ils arrêtent tous Hmm. de de pas oser y aller. Il faut qu'on y aille et il faut qu'on puisse en Ouais, ouais, parler ouais. comme d'autres choses. La dépendance à l'alcool, c'est une maladie. Il faut qu'on arrête de... Il faudrait qu'on puisse parler de ça comme on parle de... j'ai de l'insuline, enfin un problème d'insuline, j'ai du Oui, oui. diabète. Avoir des TSAF, ça doit être quelque chose dont on peut parler naturellement. Et avoir un problème de dépendance à l'alcool, quand c'est une dépendance à l'alcool, mais c'est pas toujours le cas, hein, comme j'expliquais, ça peut être aussi juste une grossesse qui n'était pas prévue. Il n'y a aucune maman qui veut Oui, oui, faire du oui. mal à son enfant. Non, évidemment. Donc, voilà, il y a aussi quelquefois dans certaines régions,
ou dans certaines familles où il n'y a pas d'information. Et puis Oui, en quelquefois, plus, oui. pire, il y a des médecins qui disent non, c'est pas grave. Si, c'est grave, en fait. Je veux plus entendre un médecin dire que c'est pas grave, quoi. Oui, oui, oui. Sinon, je leur envoie tous les gens que j'ai en groupe de parole pour qu'ils se rendent compte si c'est pas grave. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je trouvais que c'était aussi important d'en parler parce que du coup, moi, effectivement, à la base, ce podcast, il parle de violences sexistes et sexuelles. Et on sait notamment que après avoir vécu des violences sexuelles, on peut tomber dans l'alcool parce que c'est un comportement qui va nous permettre de dissocier plus facilement et donc de se couper des ressentis, des émotions, etc. Donc c'est vrai que potentiellement, c'est quelque chose dont... Enfin, je veux dire, le SAF, du coup, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Et que potentiellement, ça va être des femmes qui vont pouvoir tomber enceintes, être toujours dans cette dépendance à l'alcool, sans forcément savoir que ça peut engendrer de telles problématiques pour l'enfant plus tard, en fait. Et je dirais même, ça peut venir d'avant. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai parlé des fonctions exécutives Ouais, et du fait de ne pas comprendre les notions abstraites. Alors, je vais vous lister quelques notions abstraites. pas de souci, allez-y. Donc, il y a le temps, donc la gestion du Oui, temps. Il y a l'espace, il y a l'organisation, il y a l'hygiène, et puis il y a le consentement. ouais, Le rangement aussi, c'est une notion abstraite, mais le consentement, par exemple, quand on ne comprend pas le consentement, eh ben, on est victime à un moment de personnes autour qui ne sont pas ouais, forcément bienveillantes. ouais, ouais, Et ouais. surtout, on ne comprend pas qu'on est victime. Et ça arrive très fréquemment, et alors là, aussi bien parmi les familles biologiques, familles d'accueil ou familles adoptantes, le nombre de personnes, aussi bien hommes que femmes, qui se sont retrouvées dans ces situations de ne pas comprendre et que si on leur demande après, mais t'étais consentant ou pas, tu le voulais? Ben non, pas spécialement. Et en fait, ça fait Hmm. partie des personnes enfin, du concept, en fait, qui, s'il n'est pas compris, aussi bien la victime que la personne en face Ouais. se dira, mais où est le problème? Et en fait, Et en la plus de ça, souffrance, quand justement il y a ce côté où vraiment, par exemple, on est dans un cas d'un couple qui a une dépendance à l'alcool, il peut justement avoir des violences, des choses comme ça. Donc c'est aussi des enfants qui peuvent grandir dans la violence et qui du coup vont normaliser finalement le fait d'être entourés de violence, puisque de toute façon c'est comme ça qu'ils ont grandi, donc c'est la norme. Et c'est finalement comme ça que la vie est en fait pour eux. ouais. Et puis, il y a deux choses en fait. Il y a la partie trouble du neurodéveloppement et le fait que le cerveau comprenne pas certaines choses. Et puis, il y a les traumas qui peuvent être par Ouais, rapport à leur histoire de vie. Mais quelquefois, il y a même des personnes où il n'y a pas eu de trauma du tout, ni d'exposition, ni de situation comme ça. Mais j'ai l'exemple en tête de quelques jeunes femmes, jeunes filles, où il n'y avait pas eu de diagnostic posé et où elles n'avaient surtout pas été accompagnées. C'est-à-dire que quelquefois, il y a quand même un diagnostic de posé, mais il n'y a pas eu de suivi et il n'y a pas eu d'éducation particulière par rapport à ouais, ça. Une heure avec l'infirmière scolaire en cinquième ou je sais plus quel, enfin au collège, c'est pas suffisant. Là, il faut vraiment non, tous les jours y revenir et réexpliquer et avec des cas concrets. Parce que sinon, ils peuvent pas comprendre en fait qu'il y a des choses, non, ça se fait pas. Si ton petit copain, il te demande de coucher avec quelqu'un d'autre, ça se fait pas. ouais, Et aujourd'hui, on voit avec les réseaux sociaux, toutes les photos, etc., c'est des mm, jeunes filles ou des jeunes hommes hein, qui sont beaucoup plus vulnérables que les autres. Et c'est pour ça que, en fait, quand on a fait l'enquête auprès de nos familles sur quels étaient les sujets qu'ils souhaitaient aborder avec d'autres, il y avait les addictions, et ouais, tout ce qui était vias, vie intime, affective et sexuelle. ouais, Parce d'accord. que la plupart, en fait, avaient connu des situations comme ça. Alors des situations, après, certaines moins graves, parce que les parents ont pu repérer et assez vite en parler et suivre. Mais d'autres situations qui étaient plus graves, c'est-à-dire que la jeune fille euh, en rupture avec la famille parce qu'il y avait trop de choses compliquées, pas d'accompagnement, etc. Ou la famille se braque, du coup, la Mm, gamine, elle se barre, elle fugue, elle se retrouve dans un foyer, sauf qu'elle vient d'un milieu où on ne l'a pas préparée du tout à ce que c'est que la vie en ouais, foyer et l'environnement et les personnes qu'elle peut rencontrer. Et là, c'est la victime idéale. Et ça est oui, bah oui, arrivé enfin, j'ai au moins 3 exemples en tête. Euh, à ce moment-là,
C'est une autre jeune fille de ce foyer elle s'est retrouvée sous emprise. Elles ont fugué toutes les deux et la gamine lui a tout fait faire. Et elle n'a même pas compris qu'elle était victime. Il y a eu de la prostitution, il y a eu de la drogue, il y a eu de l'abus, il y Ouais. a eu des viols. Enfin, il y a eu énormément de choses traumatisantes. Et en fait, comme il n'y avait pas eu cette préparation en fait au monde Ouais. extérieur, ils sont beaucoup plus vulnérables. Donc les enfants qui sont placés, c'est une catastrophe pour eux en fait. Il y en a Mm. beaucoup en fait qui se retrouvent en foyer comme ça, ou avec plein de gamins qui viennent avec chacun leur trauma, leur histoire de famille, Ouais, en plus, leurs ouais. histoires, et où ensemble, il y a des familles d'accueil qui nous appellent et qui nous disent mais je ne sais plus comment gérer. Chacun vient avec ses traumas, et quand au milieu, il y en a qui ont des TSAF et qui ont cette vulnérabilité-là, ils se retrouvent tout de suite les premiers en fait à être victimes du trafic, ou en foyer aussi. Enfin, ça sera les premiers en fait qui vont être utilisés par Ouais. les autres. Et il y a beaucoup, beaucoup de cas de prostitution de mineurs D'accord. qui sont liés à ça. Et pas toujours avec le diagnostic. Et vous, du coup, dans votre association, vous aidez dans le parcours diagnostic aussi Alors nous, on n'est pas, enfin, on oriente vers, c'est-à-dire que si des personnes nous appellent, des personnes concernées ou des familles ou de l'entourage, hein, ça peut être plus large que la famille, ça peut être le frère, Ouais. la sœur ou le tonton ou, ou le parrain ou le compagnon ou le mari, la femme. S'ils nous appellent, suivant le lieu, on regarde nous dans notre liste de contacts qui on a. Donc, on D'accord. oriente vers les contacts qui ont été formés au TESAF. S'il n'y en a pas, quelquefois, il faut se déplacer plus loin, ou au minimum, il faut avoir une, comment, être orienté vers un médecin qui connaisse les troubles du neurodéveloppement, pour au Ouais. moins avoir une idée large de là où ils ont besoin d'aide. Et puis, ce qu'on fait, en fait, il y a l'entraide, l'accompagnement, Ouais. il y a la sensibilisation des professionnels, et puis le troisième axe, c'est tout ce qui est plaidoyer, donc auprès des institutions, auprès des médias, etc., pour que ce soit moins stigmatisé qu'aujourd'hui et qu'on ose Ouais. en parler, qu'on puisse en parler. Je vais peut-être expliquer un petit peu ce qu'on propose en fait. Donc, euh, sur la partie entraide et accompagnement, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était auprès des familles, donc tout type de famille. Ouais. On a des antennes régionales où ils sont mis en contact les uns avec les autres grâce à des groupes WhatsApp. Et Ok. puis, on a aussi un groupe national WhatsApp. Et on propose régulièrement des groupes de parole thématiques. Donc, ça peut être sur les addictions, ça peut être sur vie intime, affective et sexuelle. Ça peut être sur le passage à l'âge adulte, le besoin de mettre sous curatelle renforcée pour certains qui ont vraiment beaucoup de difficultés à gérer leur Ouais. argent, par exemple, parce que l'argent, c'est aussi un concept. Euh, Oui. voilà. J'imagine. Et du coup, voilà, donc les groupes de parole, les groupes d'entraide. Et puis, on a aussi, depuis un an, un groupe pour les personnes concernées. Ce qu'on leur propose, c'est des vidéos en Zoom, parce que tout se fait par Zoom, vu que tout le monde est un peu aux quatre coins de la France et Ouais. même jusqu'à La Réunion. Donc par Zoom, en fait, il y a ces contacts réguliers. Ça permet d'échanger avec d'autres sur son ressenti. Pour beaucoup qui ne sont pas diagnostiqués, pouvoir se rendre compte au contact des autres ce qui dépend de leur histoire personnelle, de leur parcours ou des traumas Mm. qu'ils ont pu avoir et ce qui dépend des troubles du neurodéveloppement. Ça permet aussi de pouvoir en parler, parce que autant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est assez facile de dire ah moi j'ai un TDAH, je Ouais. suis dyslexique, j'ai de l'autisme, enfin je suis porteur de TDA. Et en fait, c'est très très difficile de dire j'ai été exposé à l'alcool, parce qu'on ne parle pas seulement de soi, on parle aussi de sa famille.
de sa famille Ouais, ouais, ouais. biologique. Et ça, en fait, c'est très très difficile parce qu'au nom de quoi on va exposer l'histoire de notre famille. Et c'est pour ça que nos groupes de parole, ça fait du bien parce que c'est un endroit où on n'est pas obligé de faire semblant. Ouais. Souvent, ce qu'ils me disent, c'est bah là, c'est le seul moment dans la semaine où on pose le masque et où on peut être naturel et dire nos difficultés. Et puis du coup, ils se comprennent aussi. Donc ça, c'est important Ouais. aussi de pouvoir se référer à des personnes Mm. qui ont vécu pas forcément la même chose à 100%, mais en tout cas qui sont capables de comprendre ce qu'on vit aussi. Mm. Même si le spectre est très très large, donc il y en a qui Oui, se ressemblent absolument pas dans le groupe. Par contre, il y a une chose en commun, c'est cette exposition prénatale à l'alcool. ouais, Et ça rapproche quand même, avec quand même aussi des difficultés, et surtout la difficulté, le fait de mieux se comprendre et de comprendre que c'est un spectre ouais. en échangeant avec les autres, ça permet aussi de mieux s'assumer et aussi d'être Bah, capable de de comprendre demander. qu'on n'est pas le problème, quoi, en Voilà. fait. Se dire que c'est pas moi personnellement qui suis le Mm. problème ou ça déculpabilise beaucoup, je pense. Tout à fait, et en plus, ça permet de passer à l'action. C'est-à-dire, Ouais, maintenant que je comprends, je peux savoir quand je dois aller demander de l'aide, sur quoi je dois demander de l'aide et sur quoi je suis bon et qu'est-ce que je dois développer. Là, ouais, ouais, dans ouais. le groupe, l'idée, c'est effectivement pour les nouveaux qui arrivent de les aider à comprendre ce qu'ils ont, à plus s'assumer et à être capable d'aller progresser dans certains domaines, mais c'est surtout aussi de montrer qu'ils ont des forces. Parce que moi, c'est ce que je découvre, c'est que quand pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 72 même pour une, Ouais, on a dû se battre pour arriver à rentrer dans la société alors qu'on est différent, qu'on a des vulnérabilités et qu'on a plus de difficultés pour certaines fonctions, et ben en fait on est un super-héros quoi. Moi c'est souvent ouais, ouais, le ouais. message que je leur fais passer, c'est des super-héros. Ils ont été capables de se battre pour faire comprendre, pour arriver à rentrer dans le moule. Alors effectivement, surtout chez les femmes, il y a un épuisement à un certain moment. Hmm. Il y a des burn-out plus fréquents parce que c'est épuisant de devoir rentrer dans un Oui, oui, moule oui. alors qu'on n'a pas la clé de l'explication. Mais par contre, Bah, une c'est fois de la qu'ils suradaptation voilà, permanente. mais une fois qu'ils savent, bah, ça va beaucoup mieux en fait. Ouais, Et d'être capable ensuite d'en faire quelque chose. Souvent, ils sont hyper créatifs parce qu'en fait, ils ont cette ouais. imagination. Ils sont pas bloqués par tout un tas de choses, donc ils ont énormément d'imagination et ils sont capables. Enfin, si c'est s'il y a un but en commun, aujourd'hui, ils font des choses vraiment extraordinaires, quoi. Moi, je suis Ouais, hyper fière d'eux, vraiment, ça parce se que ressent et ça quand se voit. quand je vois les difficultés qu'ils ont eues et que encore aujourd'hui, malgré le fait qu'ils sachent, il y a très peu de gens autour qui arrivent à comprendre que pour une action qu'on leur demande, eux, c'est tout un tas de petites actions qui peuvent être plus compliquées. Euh, Ouais. alors, dans l'enfance, le gamin qui rentre de l'école et à qui on dit bah, pose tes affaires et puis mets-toi au travail, il y a tellement de sous-tâches là-dedans Oui, que oui, oui. on se dit mais il a oublié de se mettre au travail. Oui, mais enfin il y avait posé ses affaires, il y avait entre-temps retrouvé ses affaires, savoir dans quel ordre on s'y prend. En fait, il y a besoin d'un accompagnement et de découper les tâches. À l'âge Bah, puis adulte, il y a aussi toute la journée aussi qu'il faut pouvoir décharger à un moment donné, parce que j'imagine que du coup, comme il y a des problématiques d'attention, de choses comme ça, c'est aussi des enfants qui doivent être hyper fatigués quand ils rentrent chez eux, parce que justement, ils vont devoir masquer, s'adapter, enfin se suradapter pour le coup hmm, toute la journée. Donc oui, même après, quand on rentre chez soi, les tâches les plus simples, entre guillemets, pour les personnes neurotypiques, hmm. bah, forcément, elles sont beaucoup plus compliquées avec la fatigue, avec la charge mentale qu'ils doivent porter finalement. Souvent aussi ils ont une hypersensibilité. Ça peut être l'audition, ça peut être la lumière, ça peut être d'autres choses. Et bah ça a un impact énorme. C'est-à-dire qu'ils peuvent être vraiment épuisés. Souvent, enfin, s'ils ont eu des difficultés à l'école et qu'on les a orientés vers un métier manuel qui est en atelier ou des métiers, enfin, c'est terrible en fait quand on est comme ça de se retrouver en open space.
Parce Ouais. qu'avec du bruit de partout, avec des stimulations de partout, c'est très très compliqué à vivre. Et en Hmm. fait, la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qu'on leur demande. Alors que si un diagnostic de posé, qu'il peut y avoir une reconnaissance de handicap, dans le monde du travail, c'est tout à fait possible de s'intégrer. Mais il faut comprendre en fait quels sont les besoins d'adaptation. Et ça, Ouais. c'est vraiment individuel à chacun. Il n'y a pas un TESAF. Il y a vraiment Oui, oui, oui. des troubles tellement différents que pour chacun, il faut individuellement voir là ce qui peut se travailler. Et moi, je le vois avec ces adultes, c'est qu'il y en a beaucoup, ou avec un accompagnement, à partir du moment où on a compris ce qui bloque, par exemple, les fonctions adaptatives, eh ben, ça peut se travailler, ça. C'est-à-dire Ouais. par petits bouts. Euh, En fait, quand on est motivé par quelque chose, on a beaucoup plus de facilité à sortir de sa zone de confort. Oui, 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 bien Et sûr. donc, quand par exemple ils travaillent ensemble sur des projets de parler de des TESAF, de témoigner, etc., moi j'en vois beaucoup qui ont énormément progressé. Et c'est vraiment le message, c'est qu'à tout âge on peut progresser, à Ouais. condition de comprendre en fait sur quoi il faut travailler. Est-ce qu'il y a des thérapies qui sont mieux que d'autres? Je sais pas, je pense peut-être à des TCC, des choses comme ça, ou est-ce qu'il y en a qui sont justement pas du tout recommandées, par exemple? Alors je vais répéter ce qu'Étienne Pau, le délégué interministériel des TND, a dit au dernier colloque, hein. La Je crois que je psychologie, sais. enfin, l'analyse, ça sert à rien. Merci. Yes. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut tout jeter. C'est-à-dire que quand on sait quelles sont les choses à travailler, un accompagnement est tout à fait bénéfique. Effectivement, les TCC, ça marche beaucoup mieux. Il y a Plutôt, aussi, oui, tout ce qui va être plutôt de la psychologie validée scientifiquement et pas qui repose sur des théories vaseuses, si je peux me permettre. Je déteste la psychanalyse, c'est pour ça que je, je je l'ai le pas dis. dit, mais Non, c'est effectivement, moi, je prends la balle. mais effectivement, en fait, ce qui fonctionne bien, c'est surtout que qui que soit la personne en face, quelquefois, celle Ouais, qui réussit le mieux, c'est la grand-mère qui a du temps, qui sent les choses, qui l'a tous les mercredis après-midi, ou mercredi toute la journée, c'est encore mieux, et qui a senti que ce gamin-là, faut l'accompagner, faut lui expliquer les ouais, choses par petites doses, et que en lui permettant d'enlever la télé, d'enlever tous les trucs, d'enlever l'écran, de l'accompagner à faire des choses une par une, eh ben, on arrive à le faire progresser. mm. Et en fait, il y a la sophrologie aussi, il y a Ouais, ça l'hypnose c'est super. pour les addictions. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner, mais une des premières choses, c'est déjà de l'aider à comprendre comment il fonctionne, à enlever toute la culpabilité qu'il y a derrière de ne pas rentrer dans le moule. Mais ça, c'est vrai de Oui, tous les TND, en fait, hein. oui, oui, oui. Là, on sait la cause. Donc, du coup, on peut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un renouvellement génération après génération. Mais de savoir d'où ça vient et d'un accompagnement où on arrête de culpabiliser la personne, c'est pas de sa faute si elle arrive en retard au rendez-vous. Et il faut pas aller le surinterpréter en disant oui, c'est peut-être son... Non, non, c'est qu'il n'a pas la notion du temps. Donc si vous lui mettez pas un rappel dans son téléphone pour qu'il soit à l'heure et en comptant Ouais, le ouais, temps ouais. de transport, s'il ne vient pas au rendez-vous, c'est pas parce qu'il le veut pas, c'est parce que c'est compliqué. Et donc, ce Ouais, qu'il ouais, faut ouais, complètement. comprendre quand on accompagne quelqu'un comme ça, c'est qu'il faut vraiment faire du lien avec les autres professionnels, c'est-à-dire le professionnel de XAPA, s'il y a un problème d'addiction, il doit se mettre en lien avec le professionnel de vie sexuelle et Mm. lui-même passer le coup de fil et lui-même mettre en lien. S'il y a besoin de faire une cure, c'est à lui de faire les démarches. Sinon, la personne, elle en est incapable. Elle est incapable de faire des démarches elle-même. La plupart du temps, en fait, il faut vraiment un accompagnement. Et pour ceux qui connaissent bien, en fait, c'est des choses qui se font naturellement. Mais moi, Ouais. les situations qui me font le plus de peine, c'est tous ces enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance et où on n'ose pas en parler parce qu'il n'y a aucun des professionnels qui a donné l'information à l'assistante familiale qui le gère ou au foyer, à l'éduc du foyer qui gère cet enfant, que ensuite à 18 ans on se dit oh, c'est un peu compliqué, on fait un contrat jeune majeur, sauf si le jeune il est déjà en rupture totale et qu'il a fugué et qu'il est parti, mais Ouais. sinon en fait à 21 ans ça s'arrête quoi. Or ces enfants-là, ils ont vraiment besoin d'une famille, ils ont besoin qu'il y ait des personnes qui soient là à vie, qui soient compris et qu'on puisse les accompagner. Parce que Ouais, ouais, ouais. même à l'âge adulte, il y a besoin d'un accompagnement.
quelquefois c'est un accompagnement léger, mais c'est nécessaire. Oui, Il y oui, en a oui. beaucoup qui ont besoin d'être sous curatelle renforcée parce qu'ils n'arrivent pas du tout à gérer l'argent. Et que parmi les addictions, il y a Oui, la bah oui. consommation, quoi. Hein, et puis une impulsivité où on se dit, ah bah, ah mince, mais j'ai plus de quoi payer mon loyer, quoi. Et en fait, c'est Oui, dommage oui, parce oui. qu'avec un accompagnement, ils sont tout à fait capables de travailler, de tout ça. Mais dans un couple, ça peut aussi se décider, bon, bah, c'est moi qui gère les finances Oui, oui, oui. et toi, tu géreras d'autres choses où tu es super bon, quoi. Le relationnel avec les autres, souvent, ils ont un énorme relationnel parce que c'est des gens hyper ouverts, qui se posent pas de questions et puis qui sont attachants. Ils sont très, très, très attachants, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à toutes les personnes qui vont vous écouter? Un ou plusieurs, hein, je... Alors, déjà, le message au grand public, c'est que il y a probablement beaucoup de gens autour de vous qui sont concernés. Hmm. Donc, ouvrez les yeux et osez en parler. Souvent, en fait, c'est que les personnes n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur de votre réaction. Mais si vous, vous êtes capable d'être ouvert et d'en parler, eh ben, c'est un soulagement pour tout le monde. C'est vrai aussi pour les professionnels, ce message-là. Et les professionnels, ben, formez-vous parce qu'on a besoin de vous, on a réellement, réellement besoin de vous. Et puis pour les personnes concernées qui ont écouté, eh ben, regardez d'autres choses sur Internet, sur les TSAF ou sur le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale, et puis contactez notre association parce qu'on peut vous aider. C'est pas la peine de rester seul de votre côté, il y a de quoi échanger avec d'autres qui sont tous hyper sympas et puis, et puis très accueillants. Voilà, c'est un espace de parole libre et où on peut progresser ensemble. Et ouais. Parmi les messages importants aussi, il y avait le fait que souvent les professionnels se disent oh là là, mais quel dégât ça peut faire dans une famille d'aller mettre ce pavé-là. Alors, c'est pas vrai de tous, mais pour beaucoup, ce que j'ai entendu en fait d'adultes, c'est la colère, c'est pas contre les parents. La colère, c'est contre les professionnels qui n'ont jamais osé Ouais. mettre les pieds dans le plat et dire à leurs enfants, enfin dire aux parents, proposer de l'aide. En fait, pourquoi est-ce que à aucun moment quelqu'un a proposé une cure à mes parents? Pourquoi est-ce qu'à aucun moment on m'a expliqué que ça pouvait être dû à ça? Et donc, si le relationnel, s'il y a un attachement entre parents et enfants, c'est pas parce qu'on explique d'où viennent les problèmes que y aura, ça sera atteint, pas du tout. Au Oui. contraire, ça permet de mieux accompagner. Pour le parent, ça permet de dire, mais je suis pas un mauvais parent, j'ai accompagné mon enfant, je suis là pour l'aider, je vais demander de l'aide. On Et peut, puis plus on en parlera aussi, plus ce sera facile à repérer, enfin entre guillemets, de se poser des questions et d'oser poser la question aussi aux professionnels concernés pour avoir potentiellement un diagnostic plus tard, quoi. hmm. Parce que le parent qui vient demander de l'aide et qui dit, mon enfant, il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est, enfin, il fait son rôle de parent, quoi. Donc, Ouais. faut pas culpabiliser les parents parce que ils viennent donner la cause. C'est hyper important, en fait, de les accompagner et d'être là. Enfin, maintenant, les choses sont faites. Qu'est-ce qu'on fait pour cet enfant? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pour la relation qu'il a avec tout son entourage?